Donc on va commencer parce qu'il y a pas mal de... j'ai beaucoup de choses à dire, hein. Comme toujours, je suis plutôt bavard. Et donc aujourd'hui, moi le principe que je vais montrer de ce que je vais faire aujourd'hui, c'est faire surtout du live coding, mais j'ai aussi des choses à dire au-delà du live coding. Et le principe, ça va être de faire une horloge. Donc ça, c'est un emoji là que vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire évidemment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Igor. À la base, je suis un développeur, on va dire Java. À l'époque, il n'y avait pas la distinction back-end front-end. Donc je fais beaucoup de Java, mais aussi je fais beaucoup de web depuis très longtemps. J'ai déjà dû faire un site web le siècle dernier. Et donc en fait, j'en fais beaucoup, mais assez peu, notamment du CSS. Donc je ne me considère pas à proprement parler en tant qu'expert CSS. Par contre, je trouve ça fun. Donc j'aime bien échanger là-dessus. Je bosse chez MonkeyPatch, on sponsorise, on recrute. N'hésitez pas à venir en parler avec moi ou d'autres ce soir. Il y a un truc à noter qui est important pour moi, c'est que je ne suis pas un designer. Le CSS n'est pas réservé à des designers ou des web designers. C'est aussi très utile quand on est des développeurs classiques. C'est vachement pratique parce que ça me permet d'utiliser une fonte comme la fonte Comics sans MS, que vous voyez ici, sans avoir complètement honte. Je mets du blink, là je commence à avoir un peu honte, mais bon. Voilà. Et il y a 2 ans, je me suis un peu lancé dans un talk CSS qui était très dangereux et audacieux, on va dire, pour moi, que j'ai appelé CSS is awesome. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vu, ici. Ok. Je suis particulièrement intéressé par votre retour, ce que vous trouvez de bien et différent, de moins bien, entre ce talk et celui d'avant. Il est sur YouTube, vous avez le lien de toute façon. Et je vais quand même faire un petit récap très rapide de choses qui étaient intéressantes. Le premier truc, c'est que là, il y a un article qui s'appelle Rule, la règle de la moindre puissance, on va dire. C'est coécrit par Tim Berners-Lee, un gars qui s'y connaît un peu en web. Et qui, en gros, pour faire simple, quand on a une feature implémentée qui a 2 langages pour le faire, il nous préconise l'utilisation du langage le plus simple. Moi, je vais faire beaucoup de raccourcis. Je vais dire, quand on a une feature à faire, on peut le faire en CSS ou en JS, choisissons le JS. Non, je déconne, le CSS. C'est beaucoup plus simple. Je faisais des rappels sur les sélecteurs, les unités. Je pense que c'est on va dire une bonne pratique pour tous ceux qui font du web de régulièrement relire ça et de se remémorer qu'il y a ce sélecteur marrant qui peut être utile dans certains use cases. Les unités, c'est pareil. Ok, bon, tant pis. Je parlais aussi, j'expliquais qu'il fallait éviter d'avoir trop d'adhérence sur les préprocesseurs. Donc évidemment, plutôt SAS ou CSS aujourd'hui. En fait, il faut vraiment les utiliser, c'est vraiment génial. Mais si on abuse des choses, je pense qu'on rend le code moins agréable à lire, plus difficile à maintenir. Bon. Ou alors, il faut vraiment être expert, et c'est ça qui est un peu compliqué. Il ne faut pas oublier qu'il y a des post-processeurs qui existent, qui sont très pratiques, par exemple, pour mettre les préfixes, pour le support des navigateurs, etc. Flexbox et CSS Grid, c'est vraiment des choses qui révolutionnent la façon de réfléchir le layout au sens large. Pour moi, j'aime pas tout ce qui est les grids matériels, même les grids Bootstrap que j'ai adoré en fut un temps. Aujourd'hui, je préfère le faire directement, moi, personnellement. Aujourd'hui, par contre, je suis désolé, ça s'adapte très mal pour faire une horloge. Donc, vous n'en aurez pas. Par contre, vous aurez un peu de pseudo-éléments, et je parlais aussi des pseudo-éléments en combinaison avec les pseudo-classes, les 2.hover, etc., notamment avec le 2.checked, qui est particulièrement utile pour faire notamment ce qu'on appelle le checkbox hack. Donc, ceux qui veulent creuser plus loin, vous pourrez regarder mon talk. En conclusion, je disais qu'il fallait traiter le CSS comme du code, c'est-à-dire qu'il fallait avoir envie de faire du CSS de qualité, propre, comme du code. Normalement, vous avez tous envie de faire ça quand vous faites du code en JavaScript. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Et du coup, je vais essayer aujourd'hui d'utiliser un vocabulaire un peu de code. Vous avez la vidéo au DevFest il y a 2 ans et un lien qui explique comment je faisais mes slides, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de JavaScript dans mes slides, et je faisais du live coding. Et je faisais du live coding. Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait un truc avec une licorne. Alors s'il y en a qui veulent la revoir, je le refais rapido. Bon, ok, on va refaire la licorne. Donc là, j'ai un super composant qu'il ne faut pas regarder. Le principe de cette animation, elle est utilisée dans Material. Peut-être pas dans toutes les versions de Material, mais notamment les checkbox, quand on les coche, c'est animé en fait. Le petit tic, il est animé.
où il y a des endroits, quand on met le focus, il y a un souligné qui se fait. Donc on utilise ce genre de choses des fois. Le principe, c'est d'utiliser du SVG et d'animer du PAF, un chemin SVG. D'accord? Donc là, le dessin, le contour de ma licorne, c'est un chemin SVG. Alors, on va utiliser une propriété, qui est pure du SVG, qui s'appelle Dash Array, qui permet de faire des pointillés. Donc pour faire rapidement, là on a des gros pointillés, c'est-à-dire un gros trait plein de 100 et un gros trait vide de 100. Et l'idée du truc, c'est de monter, de faire un gros trait plein qui fait pile la taille de mon élément, une fonction JavaScript si on veut le savoir, mais là c'est à peu près 4650. Et on va utiliser une autre propriété qui donne un décalage, parce que bon, mon gros trait plein, mon pointillé commence par un gros trait plein, et en fait moi ce que je veux c'est le décaler. Ok. Excusez-moi pour le micro. Ok, donc là je décale un petit peu, mais je vais même le décaler complètement, mais tellement que, à la fin, j'ai plus qu'un gros trait vide. Et derrière, si je veux faire un beau petit dessin, j'ai juste besoin de faire jouer avec mon animation pour animer ce dash offset. Voilà, c'est tout simple. Alors évidemment, c'est très marrant, mais ça sert pas à grand chose, à part quand on veut faire des trucs un peu... Voilà. Bon, là on va passer à des choses un peu plus sérieuses qui sont du live coding. Donc une horloge. Alors j'ai tout mis dans les slides que je vous filerai à la fin, ou je vous tweeterai, enfin je vous passerai les liens, il n'y a pas de souci. Le principe c'est que j'ai un exemple, j'ai du CSS que je vais essayer de coder, et puis j'ai ce que ça doit représenter à droite. Du coup, on va essayer de faire, on va commencer doucement par le cadre. Alors, on va voir que ça fonctionne, super. Donc là, je vous montre rapidement, j'ai un fichier index, un JS, on verra ce qu'il y a dedans, le CSS et un fond que probablement on ne voit pas, mais c'est pas très grave. Et du coup, j'ai des trucs comme ça. Alors, juste pour rappel, si on veut afficher une heure en fait en HTML, il y a une balise qui existe. On appelle ça des balises sémantiques qui vont porter une information sémantique. Ceci est une heure, un moment. Et ça, c'est vachement cool, ces balises sémantiques, parce que ça permet de faire de l'accessibilité, d'avoir des outils, tout un tas de trucs. Et j'en parle parce que, évidemment, je vais pas trop faire de l'accessibilité aujourd'hui. Je suis désolé. Alors, on va commencer doucement. On va mettre un peu de texte, vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre une horloge. Et j'ai... Oula. Alors, aujourd'hui, je prends des risques parce que je live code avec un MacBook. Donc, je risque d'avoir beaucoup de caractères tapés. On verra. Alors, donc là j'ai du texte, super. J'ai du CSS, j'ai quand même fait un petit flex pour centrer tout ça, mais il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Il y a une couleur de fond, très bien. Et j'ai rien d'autre. Donc on va y aller. Ma propriété clock, je vais faire un cadre. Pour commencer à faire un cadre rond, il faut faire un carré. Donc on va y aller doucement au début. Probablement vous connaissez ce que je vais vous montrer là, mais ça risque de se corser un peu plus tard. Donc super, j'ai un carré. J'ai utilisé une unité, un EM, on en reparlera. Pour le rendre visible, déjà je vais mettre une super background color. Background white. Super, donc on voit rien. C'est pas de ma faute, c'est l'écran. Et on va mettre, pour le rendre visible, on va vraiment mettre un border. Donc border, 3 propriétés, une taille, un style, donc solide. On peut le décomposer, et une couleur, et je vais utiliser un truc qui s'appelle current color. Ok. Alors c'est intéressant, ce current color, ça existe depuis assez longtemps, c'est supporté partout, on va dire. Et ce que ça fait, c'est que ça va récupérer la valeur de mon attribut color, que je n'ai pas défini ici, mais c'est une propriété qui est héritée ou cascadée. Donc ça va récupérer ce violet. Super. Et je vais vous expliquer box sizing, parce que de toute façon, Amadou vous en a déjà parlé. Moi j'aime bien box sizing parce que c'est beaucoup plus facile pour faire des calculs et du positionnement avec, parce qu'on va pouvoir lui dire que pour mon width et mon height, ça va être calculé en incluant les bordures. Donc là, paf, ça me fait un carré de 1 EM de hauteur et de largeur. Et vous voyez, un EM, c'est une unité qui correspond à la taille de ma fonte, la hauteur de ma fonte, donc on le voit avec, ça descend un peu là avec
les lettres qui ont des je suis pas très bon en typo, hein. Voilà, qui ont des empattements, et aussi, on voit aussi en haut que ça correspond, il y a des petites marges et tout, et voilà. Donc super. Donc du coup, c'est tellement génial que... C'est quand même pas joli ce truc, on va l'enlever. Voilà. Désolé pour le bruit, ça fait un peu comme s'il y avait un orage dehors. Donc voilà, donc du coup j'ai mis une bordure un peu plus raisonnable, tout va bien. Et du coup je vais pouvoir zoomer, hein. Désolé. Voilà. Donc évidemment là il va manquer des choses, hein, pour faire une horloge. En général c'est circulaire. J'ai essayé de faire les montres molles de Dali, mais c'est pas encore de mon niveau. Donc pour faire ça, on va utiliser la propriété qui s'appelle Border Radius. Donc je pense que la plupart des gens connaissent. À l'époque, on faisait des trucs immondes avec des tableaux. Il y avait 9 tableaux, 9 images. C'était une horreur. Mais maintenant, on fait ça beaucoup plus simplement. Donc on peut lui donner des valeurs. Donc une bonne pratique dans ce contexte-là, ça va être d'utiliser une valeur, vu que mon horloge, en fait, je vais pouvoir changer la taille, si vous voulez. Ça va être de donner un pourcentage, d'accord? Un pourcentage qui va correspondre au width. Comme ça, si je décide de changer la taille, ça va bien se passer. Donc en fait, si on fait joujou, on va se rendre compte qu'à partir de 50%, c'est génial. On a notre cercle, d'accord? Je vais juste vous remonter un truc. Pourquoi j'utilise des EM là? En fait, je ne vais pas écrire vraiment de texte dans mon horloge. Et là, c'est un petit trick qu'on peut utiliser quand on n'a pas encore les variables. C'est qu'ici, à l'extérieur de mon composant, je pourrais juste lui setter la font size. Par exemple, si je dis 200%, et paf, mon width et mon height sont mis automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est un petit trick qui est intéressant, et c'est une façon de faire une variable pour une dimension, en tout cas, on n'a pas de texte à écrire. Bon, on fera des vraies variables, c'est quand même plus sympa. Bon, on va essayer de rendre ça sexy, ça va être très compliqué parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de contraste sur cet écran. Mais on va faire des ombres portées. J'ai décidément du mal à écrire, je suis désolé. Donc on va utiliser pour faire les ombres portées des box shadow, CSS3. On va commencer doucement, on va lui donner une certaine taille. On va être raisonnable quand même. Ça, c'est un décalage sur les X. Ça, c'est le décalage sur les Y. Et on va lui donner une couleur, black. Voilà, on a un truc immonde. Mais là, on voit le contraste. Et on va essayer de jouer sur le contraste. On va essayer avec RGB A, d'accord, pour mettre une valeur alpha. Est-ce que 0,5, ça se voit? Ouais, ça se voit bien. Ok. Alors, cette propriété, elle est assez sympa. Alors, ça reste encore laid, hein, là, je suis désolé. Pour vraiment faire une ombre portée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter un troisième paramètre, un paramètre de flou. Hop. Voilà. Du coup, ça va flouter mon ombre portée sur 0,1 EM. D'accord? Et ça donne l'impression, furtive, mais ça donne l'impression de votre côté, que en fait l'horloge, le cadre, il va sortir un petit peu de la page. C'est ce qui est utilisé dans Material pour les cadres. Material, ils vont aller un peu plus loin, ils vont fournir plusieurs élévations et tout, etc., pour avoir des éléments à éventuellement plusieurs niveaux, même s'il faut éviter d'en avoir trop de niveaux. Ce qui est très intéressant avec cette propriété, je vais sauter à la ligne pour ça, c'est qu'en fait on peut en mettre plusieurs. C'est aussi notamment utilisé dans les cadres. Donc je vais en mettre une deuxième, je ne vais pas lui mettre de X et de Y, je ne vais pas lui mettre de flou. Voilà. Je vais lui mettre une quatrième propriété, étalement ou spread. Excusez-moi, c'est un peu galère le son, mais... Donc ce spread, on va lui donner une taille, je ne sais plus trop. Voilà. Et on va lui donner une couleur bien horrible. Red. C'est génial, ça ne marche pas, parce que... Voilà. Non. Ok. Donc j'ai rajouté une deuxième couronne. Donc ça, c'est une façon pour faire des bordures multiples.
Ok, donc on va faire sans micro, mais c'est pas grave. Du coup, ce qui est intéressant avec cette propriété Box Shadow, c'est que ça ne change pas la taille, le calcul de la taille de mes éléments, contrairement à la bordure, puisque j'ai mis le border box. Ok. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut le mettre à l'intérieur de mon horloge avec la propriété inset quand on la met avant. D'accord? On coupe, hein, sinon. Je vais essayer de parler fort. Si je parle pas assez fort, vous me le dites. Ok. Très bien. Donc cette propriété inset. Alors évidemment, la rouge, c'est pas terrible. On va faire du blanc. Le blanc, c'est pas terrible parce qu'on va pas le voir, mais c'est fait un peu exprès. C'est fait un peu exprès parce que je vais enchaîner, je vais en remettre. Comme on peut en mettre plusieurs, on va abuser. Hein. Je vais remettre mon élément. Voilà, voilà. Et là, du coup, on voit bien que mon cadre, il est bicolore. Mais en fait, on ne le voit pas en bas à droite, donc c'est pas grave. On est fou. Hop, on rajoute. Et là, on va y aller un peu bourrin. Bon, là, c'est un peu trop, et du coup, on va jouer sur le alpha sur ce coup-ci. D'accord? Ok, on ne voit pas du tout. On va jouer sur le alpha. Ouais, voilà. Très bien. Live code, c'est pas toujours évident. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, on voit un peu mieux le cadre en bas. Là. Enfin, on peut jouer. Et là, si on veut y passer du temps, on peut y passer du temps. Mais je vous ai dit, je ne suis pas un designer, je vais m'arrêter là. Hop. Oula. Ok. On va revenir là. Je vous fais un petit récap de ce qu'on a vu. On a vu qu'il y avait des balises HTML comme time, il y avait plein de propriétés. Vous avez des liens dans les slides pour aller sur la documentation de Mozilla Developer Network, MDN. Et un petit rappel pour vous dire qu'en fait, si on est malin, on peut utiliser currentColor comme étant une variable et les EM comme étant une variable dans certains contextes. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est parfois pratique de savoir ça. D'accord? On va continuer, on va s'occuper de l'aiguille, ça c'est indispensable. Vous retrouverez dans les slides le code ici avec des petits trucs verts pour quand je rajoute je fais des choses supplémentaires par rapport à l'étape d'avant. D'accord? Donc l'aiguille. Super, donc pour ça on va rajouter du contenu. Pour rajouter du contenu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les pseudo-éléments, j'en ai déjà parlé. Et donc c'est avec deux points, d'accord, et before et after. C'est des pseudo-éléments qui nous permettent d'insérer du contenu sur à peu près tous les éléments. Il y a évidemment des cas particuliers, mais on va dire que pour ce qu'on a besoin de faire, content, ça va très bien. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter un contenu qu'on va pouvoir préciser avec la balise, avec l'attribut content de mon élément. Ok? Alors là, on va faire un petit peu d'inspection. Alors, on va peut-être diminuer tout ça. Désolé, on va essayer de faire un peu de mise en place. Voilà. Donc dans mon maudit, j'ai un clock qui, dedans, a un élément qui est automatiquement inséré, before. OK? Et on le voit ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut le mettre vide, et là, on le voit toujours. Par contre, si on enlève l'attribut, eh ben, il n'y a plus dans ma clock de pseudo-éléments. C'est un petit piège pour ceux qui vont vouloir s'amuser avec, ils se font vite se faire avoir au début là-dessus. Ok, on va le remettre, super. J'ai mon point before qui existe, mais qui a une taille vide pour l'instant, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va vouloir le positionner au centre de mon horloge, d'accord, pour faire une aiguille. Donc pour ça, je vais utiliser un positionnement absolu. Hop, absolute. Et ça va le positionner par rapport à une référence qu'on peut préciser ici avec relative. D'accord? Donc ici, j'ai mon élément qui va pouvoir être positionné. Autre chose, je vais lui donner une taille. Je vais lui donner une hauteur. Je pourrais utiliser des pourcentages, mais j'aime autant mettre des valeurs comme ça. 0.4, 0.35. Allez. Et donc là, on ne la voit toujours pas, mais on va pouvoir lui donner par exemple un background. Et là, je vais utiliser le currentColor. Voilà, j'ai mon élément qui est apparu. Je vais vous faire un peu de place. Voilà, voilà. Très bien. Donc il n'est pas positionné là où il faut, mais c'est facile à faire parce que, oula,
parce qu'on a du positionnement absolu. Donc top, on va le positionner par rapport au bord du haut, 50%, paf, je décale. Left, 50%, hop, je l'ai décalé. Alors là, je l'ai un peu trop décalé, vous voyez, parce que, en fait, je l'ai bien décalé au centre de mon horloge, mais c'est le coin en haut à gauche qui est décalé. Ce qu'il va falloir, c'est que je mette le centre de mon rectangle dessus. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus gros pour qu'on voit bien. Et pour faire ça, on va utiliser une propriété, une fonction magique qui s'appelle calc, qui va nous permettre de faire des calculs, et notamment des calculs en mélangeant les unités. Paf, et là ça marche. Petite remarque pour ceux qui utilisent calc, si vous ne mettez pas les espaces autour des tirets, des opérateurs, et ben la propriété est invalide et du coup ça prend la valeur par défaut, 0, et du coup, ben voilà. Là aussi, la première fois, ça fait mal quand on se fait piquer là-dessus. Donc c'est pas très joli, mais on va travailler ça. Mais on va déjà travailler la pointe, je vais faire une pointe un peu sympa, et je vais réutiliser des border radius pour ça. Border, bottom, left radius. Alors en fait, on peut mettre 100% pour s'amuser, mais on peut aussi mettre d'autres valeurs à côté. Il y a 2 pourcentages, il y a des choses comme ça, on peut faire joujou avec. Quand on est content, on s'arrête et on applique là, même chose. De l'autre côté, on a une petite pointe un peu sympa. Et après, il suffit juste de diminuer la taille. Et vous voyez que malheureusement, là, je suis obligé de faire 2 opérations. Et ça, quand on est développeur, ça nous énerve, on fait des variables. Et donc, dans l'étape d'après, on va commencer à créer des variables pour ce genre de choses. Et j'ai ma petite aiguille. Super. Là, je vous ai mis des rappels. Le positionnement en CSS, c'est quelque chose qui est parfois compliqué, mais indispensable. Là aussi, de temps en temps, relire, ça fait pas de mal. Les pseudo-éléments, c'est vraiment génial, ça permet de rajouter du contenu très facilement sans avoir besoin de faire des divs et plein de composants JS et tout. Il y a plein de cas d'usage, vous avez un article ici qui peut vous aider, vous montrer plein de cas intéressants. La fonction calc, elle est vraiment très utile, on va pouvoir l'utiliser, on va aussi pas mal l'utiliser aujourd'hui. Et en fait, très régulièrement, quand vous commencez à travailler avec des pseudo-éléments, vous allez retrouver un positionnement absolu parce qu'on va vouloir positionner quelque chose, mettre un background ou faire des bulles comme des infobulles avec des petits triangles, ce genre de choses. On va le faire avec ce genre d'éléments, des pseudo-éléments et du positionnement absolu par rapport à notre composant. Maintenant qu'on a une aiguille, on va faire une rotation. Très bien. Il va falloir qu'elle tourne, donc on va y aller doucement. Et on va commencer par faire un peu de refactoring. C'est-à-dire qu'ici, on va extraire des variables pour ces 2 éléments. En fait, on pourrait faire que le width, mais vous avez bien imaginé, on va essayer de récupérer ce code plus tard pour faire des aiguilles de taille différente et de hauteur différente, du coup. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en haut, je vais déclarer des variables. Des variables CSS. Une variable CSS, ça commence par tiret-tiret, c'est très simple. Voilà, tiret-tiret. Donc, je pourrais l'appeler autrement, d'ailleurs. Et comment je vais vouloir l'utiliser? Ben, je vais vouloir faire var, une fonction qui va récupérer la valeur de ma variable qui s'appelle width. Ok? Donc, je l'utilise ici. L'idée, ça va être de l'utiliser aussi un peu plus bas. Et là, il va falloir que je la divise par 2. Et bon, ça respecte les règles classiques qu'on a sur les précédences des opérateurs. Il manque une parenthèse. Var 8. Donc, évidemment, ça fail. C'est ça qui est sympa. C'est-à-dire que le diviser par 2, il faut le mettre au bon endroit aussi. Ok? Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si je modifie ma taille, ça marche. D'accord? J'ai qu'un seul endroit pour le faire. Ça, c'est cool. Autre chose intéressante, imaginez que j'utilise width 2 et que ça n'existe pas, ben, la taille est 0, par contre je pourrais lui dire c'est 0.1 EM par exemple, lui va donner une valeur par défaut. D'accord? Alors par contre mon calcul est fait avec width, pas width 2. C'est normal qu'elle soit un peu décalée. Voilà. Donc là on a fait du refactoring, c'est cool. Maintenant on veut la faire tourner. Bon, on va faire tourner, c'est très simple, on va faire une transformation. Là aussi, je pense que vous connaissez déjà que ça existe. Et ça tombe bien, il y en a une qui s'appelle rotate, ça correspond à peu près à ce qu'on veut faire, on peut lui donner un angle.
Bon, si vous avez vu, c'est pas terrible l'angle là en fait. Hop. On va reprendre. Mon angle il fait 30 degrés. Et si on anime un peu cette propriété, vous vous rendez compte qu'en fait ça tourne par rapport à quoi? Par rapport au centre de mon aiguille. Paf, game over. En fait, il y a une propriété pour ça, il y a des propriétés pour à peu près tout. Transforme origine, et on peut lui dire, ton origine, ton point de référence pour sa transformation, c'est top center. Et là, ça va beaucoup mieux se passer. D'accord? Hop. Ok, on va peut-être faire un refresh, non? Voilà. Voilà. Hop. Et là, tout va bien. Ok? Cool. On a commencé à faire des choses un peu sympas, là. Ok? Alors en fait, là, ça va pas me plaire. Je vais extraire ça sous forme d'une variable. Var. Angle. Et je vais lui définir ce que ça vaut angle un peu là-haut, là où j'ai déclaré mes variables. Je suis pas obligé de les mettre en haut, je peux les mettre n'importe où, mais ça me rappelle des choses quand je fais du code, là. Donc voilà. Et donc mon angle, qu'est-ce que ça vaut? Ben là, on va réutiliser notre calque. 360 degrés. Moi, je préfère utiliser l'unité turn, un turn. Ça m'évite de calculer le nombre de degrés. Ça m'évite de faire des bêtises stupides. Qui, des fois, le jour où on est un peu faible, ça peut arriver. Pour mes heures, je vais avoir 12 incréments, mais pour mes minutes et mes secondes, je vais en avoir 60. Merci les Babyloniens, ils nous facilitent la vie. Et on va multiplier ça par le nombre qu'on veut. Le nombre de minutes que je veux afficher, 12. Bon, ça marche pas. Ça marche pas parce que vous avez vu, depuis le début, en fait, elle pointe vers le bas, alors que dans l'état initial, elle doit pointer vers le haut. Donc en fait, là, il y a deux solutions. La première, qui est de dire, bah, en fait, j'ai juste besoin de faire une rotation de 180 degrés de mon horloge et je serai vers le haut. Ça marche très très bien, il n'y a aucun souci. C'est juste que du coup, tous mes box shadow, ils vont se retrouver au mauvais endroit, ils vont tourner aussi. Donc il va falloir que je les modifie, comme j'ai la flemme, je vais utiliser la solution la plus simple. Avoir la flemme, c'est une bonne chose pour un développeur. Ça pousse à améliorer ses process et tout. Voilà. Du coup, ben là, ça a l'air de pas mal marcher. Hein. On est pas mal. D'accord? Donc évidemment, plus tard, quand on va commencer à mettre plusieurs aiguilles, on va utiliser une variable à la place de cette valeur. Mais ça, c'est l'étape d'après. Alors là, je vais commencer à vous introduire les custom properties. C'est vraiment quelque chose qui change beaucoup et qui est très important pour le CSS. Alors évidemment, on a déjà l'habitude d'utiliser des variables avec nos préprocesseurs. Mais c'est beaucoup plus puissant, je trouve, à mon goût, que ces variables des préprocesseurs. Pourquoi? Parce que ces propriétés, elles sont héritées ou cascadées de la même façon. Et elles sont même cascadées à l'intérieur des web components, pour ceux qui font des web components. Même quand on va isoler le style, en fait, on va pouvoir passer des variables, en fait, on va pouvoir tuner ce qui se passe à l'intérieur si la personne qui a développé le web component a prévu ce coup-là. D'accord? Donc c'est vraiment un truc très intéressant là-dessus. Au passage, en parlant de ça, il y a du boulot pour spécifier des choses qui vont nous permettre de déclarer des thèmes en CSS. Par contre, ça, c'est encore un peu jeune. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'unité turn, elle est assez intuitive, je trouve, quand on va faire des manipulations comme on va voir tout à l'heure aussi sur des animations, ce genre de choses. Donc n'oubliez pas que ça existe, et c'est pour ça que je vous disais que c'est des fois intéressant des fois de relire la doc et les specs, parce qu'on tombe sur des choses qui sont sympas à utiliser et qu'on n'utilisait pas avant. Ok? Maintenant, on va faire les heures et les minutes, on y va progressivement. Hein. D'accord? Vous avez vu, c'est pas compliqué ce que je fais des choses simples en fait. Hein. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je fais. Donc évidemment, on a before, on va faire un after, on va copier-coller le code. Donc normalement, si vous êtes un développeur ou une développeuse consciente, on ne fait jamais de copier-coller comme ça, hein, on est d'accord? Et donc là, je pourrais jouer sur les angles, par exemple, hop, voilà, j'ai mes deux aiguilles. Donc ça ne va pas du tout, en fait, on ne va jamais copier-coller du code, comme ça, quand on fait du code, on va factoriser. D'accord? Et on va faire la même chose en CSS. Et bien c'est très simple, en fait, on va prendre tout ce qui est en commun, c'est-à-dire tout sauf mes variables, et je vais lui dire, tu t'appliques soit sur le before, soit sur l'after. Paf. Et derrière, mon after, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste préciser ses variables.
on utilise le fait que c'est cascadé et qu'on peut changer les valeurs. After, on va les mettre dans l'ordre par principe, before. Alors du coup, ça va nous permettre de faire des choses sympas. Alors on va commencer par la première aiguille, l'aiguille before. Elle va venir avant l'aiguille after, suspense. Et ça c'est pratique parce que en fait, ici, il y a des aiguilles qui vont être par-dessus les unes sur les autres. D'accord? Donc on va pouvoir faire ce choix. Évidemment, on peut faire joujou avec les z-index, mais ça sert à rien de faire joujou avec les z-index. C'est quand même plus raisonnable de faire ça en utilisant l'ordre naturel. Donc mon aiguille, alors déjà je vais la mettre en grise. Alors, on va essayer de... On va mettre un truc flashy, allez, teal. Ok? On va lui donner une grosse taille. Alors là, c'est un peu too much. Surtout, on va lui dire que c'est divisé par 12 et qu'il va être, je ne sais pas, 4 heures. D'accord? On va lui diminuer sa taille. On fait un peu au pifomètre, hein, ça. On peut choisir derrière. Ok? Et mon aiguille, là, on va la réduire un peu comme taille et ça va très bien. Et du coup, on va lui donner une autre couleur quand même, non? Color. On va trouver un truc marrant. Elle est chartreuse. Ça, au moins, ça devrait être visible. Il ne faudrait pas que ça vous blesse non plus. Hop, hop, hop. Dark red, voilà. De toute façon, je vous ai dit, je ne suis pas un designer. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre une vraie heure, quoi. Donc là, on va utiliser une variable, hein. Pas de secret. Les variables, on va les utiliser partout, c'est parce que c'est trop pratique. Et ici, voilà. Il faut pas se planter sur l'orthographe, c'est toujours mieux. Ces valeurs sont initialisées à 0, mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'on peut aussi les setter grâce au JavaScript. Donc l'objectif, c'est pas de vous faire un talk sur JavaScript, donc je vais faire ça rapidement. Il y a une super fonction qui me retourne heure, minute, seconde courante. Il y a une super fonction qui prend un élément HTML, qui prend l'heure courante et qui va utiliser l'attribut style setProperties, la fonction, pour lui setter les propriétés hour. Petite remarque, c'est une valeur sous forme de chaîne de caractères. Et une fois qu'on a fait ça, si j'appelle cette méthode-là, hop, voilà, ici, il m'a automatiquement, on peut aussi les mettre dans le HTML avec les attributs style, comme on ferait classiquement. Et ça m'a mis l'heure courante. Et si je veux mettre à jour et faire une animation, une horloge qui tourne, j'ai juste besoin de la mettre à jour toutes les secondes. Donc évidemment, on va pas attendre qu'on passe à la nouvelle minute, parce que sinon ça va être trop long, je vais pas perdre une demi-heure, 30 secondes pour ça. Mais bon, vous allez voir, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc là, on le voit, hein, c'est mis à jour régulièrement, toutes les secondes. De toute façon, si vous avez une montre, elle est mise à jour régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les systèmes, ils se décalent et tout. Donc soit vous avez un système qui va, sur vos smartphones, automatiquement, il va régulièrement se mettre à jour, ou vos montres, il faut les mettre à jour, sinon il y a des décalages. C'est courant. Bon, on ne fera pas plus de JavaScript parce que il y en a déjà bien assez. Et on va s'occuper de la trotteuse, la troisième aiguille qui nous manque. Alors là, évidemment, on rentre dans un mur puisque on peut mettre qu'un seul before et qu'un seul after. Donc là, on est bloqué. Mais c'est pas grave. Ok. On est bloqué, mais on va toujours pouvoir s'en sortir. Dans ces cas-là, on va avoir besoin d'ajouter un élément supplémentaire. S'il n'y a pas besoin, faites-le pas. Hein. Moins il y a de choses dans votre DOM, mieux c'est en HTML. Hein. Donc on va créer paint, ou la tirée paint. Je suis désolé, c'est, je sais pas, un subconscient peut-être. Donc trois aiguilles. La première, je vais lui mettre un hour hand. Deuxième, minute hand. C'est un peu verbeux. Seconde. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Bon, bref. C'est pas très grave. Et du coup, bah là, donc ça marche pas trop notre truc, mais c'est pas grave. Notre code, là, on va juste renommer ma fonction. Je vais l'appeler pin. Bon, c'est pas vraiment une fonction, mais ça ressemble. C'est quelque chose qui prend 3 paramètres, 3 variables, et qui va faire quelque chose avec. Voilà. C'est exactement comme si on ferait des mixins en SCSS, hein, par exemple. Donc là, ça, c'était mon aiguille des heures, pin.hour hand.
Là, quand je ne mets pas l'espace, c'est comme si je faisais un « et ». Je suis une aiguille qui est l'aiguille des heures. Si on met virgule, c'est comme si je faisais un « ou ». C'est très simple en fait, hein. On peut se raccrocher sur du code. Non. Oulala. On va mettre ça sur le dos du clavier Mac, mais je suis pas tout à fait sûr que ce soit ça en fait. Et seconde ind. Là, on va garder la current color. Surtout, on va changer pour utiliser les secondes. Ok. Super. Et on va jouer un petit peu sur la finesse, peut-être. La hauteur. Voilà. Et donc, j'ai mon horloge qui est déjà animée. Ça commence à être cool. Alors, on va en profiter pour regarder, zoomer un peu sur le centre. On voit bien qu'il y a un ordre, hein, d'accord? Bon, après, c'est moi qui décide de mettre l'aiguille des secondes au-dessus, mais voilà, ça marche comme ça. Voilà. Donc là encore, rien de compliqué hein, dans ce que j'ai fait. J'ai été un petit peu malin en factorisant mon code. Super, on va continuer. Ah oui, il vous manque un truc sympa. En fait, ici, là, je vais gagner du temps. J'espère que je n'ai pas perdu mon code. Voilà. L'avantage aussi d'avoir rajouté effectivement un élément, c'est que je vais pouvoir, dedans ces éléments, utiliser les before et after. Donc, hop, voilà. Je vais copier-coller du code, désolé, hein, c'est un peu de la triche de faire du live code en copiant des choses, mais tout ce que je vais copier, c'est des choses que vous avez déjà vues en fait. Ça veut dire que pour mes before et after, je réutilise mon positionnement absolu, je mets un contenu vide, je lui donne une border radius parce que c'est sympa, et j'ai un élément, donc je vais vous montrer là. En fait, ce before là, ça correspond à un cercle que j'ai dessiné au centre de mon horloge. Qu'est-ce que c'est? Width age, j'ai calculé à partir de la propriété width de mon aiguille. D'accord? Donc plus mon aiguille sera grosse, plus mon cercle sera gros. Je le positionne avec le top et le left. Comme c'est facile de positionner des cercles, on sait assez bien comment c'est foutu quand on a des width et des height, enfin des radius, on va dire. Ça marche bien. Et le after, c'est la même chose. La différence, c'est que c'est une ellipse, tout simplement. Voilà, qui est aussi décalée. Et donc on peut faire des choses sympas. Alors je voulais finir sur un petit truc sur mes aiguilles. Je vais faire j'adore les box shadow, hein, les ombres portées. Hop, et on va lui mettre un peu de blur. On verra. Et RGBA, voilà. Alors, je suis pas sûr que ce soit hyper visible. Il y a un petit ombrage autour des aiguilles, on le voit un peu mieux sur les aiguilles des secondes. Ok? D'accord? Et alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas donné de décalage X et Y, ça s'étale des deux côtés. Et il y a une bonne raison pour laquelle je ne l'ai pas donné. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que mon aiguille tourne, et mon décalage, il va tourner en même temps que l'aiguille. Et donc si je mets un décalage normal, je vais avoir une ombre qui sera des fois bien, mais des fois à l'inverse, etc. Et donc du coup, ça va être parfaitement laid. Alors c'est du petit détail, donc des fois ça se voit pas, mais ça sert à rien de mettre des petits détails s'ils sont faux. Donc il y a une solution, on peut faire des calculs avec, à partir de l'angle, on va pouvoir le calculer. C'est juste une fonction, c'est de la trigonométrie qu'on va faire toute simple. Est-ce qu'on peut le faire en CSS? La réponse est un peu, mais pas vraiment, demain on pourra. Voilà. En fait, ils ont décidé, ils se réunissent régulièrement, ils font des working groups et tout, et voilà, on peut lire même les comptes rendus et tout. Et donc ces fonctions trigo, ils ont décidé qu'elles seront disponibles. Il y a toute la liste et tout, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on le fasse. Évidemment, personne ne l'implémente aujourd'hui. Maintenant, si on veut être un peu malin, en fait, on peut soit utiliser du préprocesseur, du JS et tout, mais si on veut vraiment faire ça en CSS à 100%, on peut utiliser des fonctions polynomiales, et il y a des séries de Taylor-Maclaurin, là, c'est ceux qui ont fait des maths. C'est des séries polynomiales qui vont converger vers des fonctions du type sinus, cosinus et tout. Et donc, il y a des gens qui s'amusent à faire ça avec des properties. Alors, c'est peut-être un peu velu, mais c'est quand même assez magique qu'on puisse faire ça, et j'adore. Alors, j'ai pas osé le faire quand même. Hein.
Les animations. Alors là, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire les aiguilles qui tournent et qui de façon fluide, on va dire. Alors évidemment, on peut faire les transitions, tout ça, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Bon, comme en plus on fait, on va l'enlever d'ailleurs, hein, on raffiche les trucs toutes les secondes. Bon, bref, moi, j'aime pas trop cette solution, et j'ai cherché une solution un peu plus sioux. Et bon, en fait, cette solution, elle existe. Je vais vous la montrer à partir des animations et du coup pas des transitions. Mais vous voyez, on va casser tout ce qu'on avait passé du temps à faire, mais c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la transformation, là, elle nous intéresse plus. Hein. On va faire une animation et on va la définir avant. Donc pour définir une animation, on utilise keyframe, on lui donne un nom, rotate pin, on peut lui donner ce qu'on veut. On peut lui donner un point de départ. Hop. Zéro turn. Un point d'arrivée, on peut lui préciser tout un tas d'états intermédiaires, plein d'autres propriétés, tout, etc. Un turn. OK. Et derrière, on va l'appeler animation. Le nom, c'est rotate pin. Ça va durer 4 secondes. Enfin, 4 secondes. Waouh. Alors, c'est un peu overkill. On va juste se contenter de mes secondes. D'accord? Super. Alors, il y a plein de problèmes. Déjà, elle ne démarre pas d'en bas. Moi, je veux qu'elle démarre de là où on a l'habitude. Mais là, c'est facile. Hein. On va mettre un demi-tour et un tour et demi. Voilà. Deuxième truc, bon, elle finit mal, mais ça, c'est pas un vrai problème parce qu'on va lui dire qu'elle se réexécute. Après, on pourrait lui dire que l'état final, on pourrait lui dire si c'était l'état d'origine ou l'état final de l'animation. C'est les choses qu'on peut faire. Après, vous voyez, évidemment, elle s'anime pas du tout de façon correcte. Elle accélère et puis elle ralentit à la fin, donc ça va pas. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle une timing function qui va être linéaire, donc c'est pas la plus simple. Alors pourquoi ça sert? Ça, c'est que ça nous permet de faire des animations qui sont où il y a des choses qui vont évoluer avec des progressions plus physiques, je vais dire entre guillemets. Donc là, c'est pas mal, on a un truc qui tourne, sauf qu'évidemment, on va pas mettre 4 secondes, on va mettre une variable, parce qu'on aime les variables. Ça va s'appeler une période. Et du coup, on va faire ces calculs. C'est quoi la période pour l'aiguille des secondes? C'est simple, ça va faire un tour en 60 secondes. Pour les minutes, ça va faire un tour en 3600. Et là, vous allez m'aider pour les heures. Ça fait un tour en combien? Donc, quand on a la flemme, on fait des calculs. Ça évite de faire des bêtises. Ah, vous plantez pas, hein, c'est bien 12, hein, c'est pas 24. Voilà. Ça, c'est le petit piège qui peut facilement arriver. Ok, super. C'est cool. Maintenant, on va faire des choses un petit peu plus sioux. Là, on va faire le vrai coup de sioux. Alors, pour vous montrer ça, je vais utiliser un truc qui s'appelle Animation Play State. On peut lui dire je tourne ou je suis en pause. On va dire à quoi ça sert de mettre en pause une animation. On vient de s'embêter à la définir et on met pause. Et ça sert éventuellement, par exemple, sur un H over activé ou pas. Enfin, ce genre de choses, on peut le faire. Moi, c'est surtout pour vous montrer le principe que je fais ça. Animation delay. Si je mets quoi? Une seconde, on va attendre une seconde avant que ça démarre. Le trick, il est là. Si je mets moins une seconde, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets moins 10 secondes, si je mets moins 30 secondes, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme si elle a démarré avant. Et du coup, ça nous permet de setter l'heure correctement. Alors maintenant qu'on a fait ça, normalement, on va enlever... Non. On va enlever mon commentaire. On va afficher mes aiguilles. Hop, style, on va enlever le pause parce qu'on veut que mon horloge soit animée. Ça, à la limite, c'est un choix. C'est génial, ça marche pas du tout. Hop. Alors, quelle heure il est? C'est pas la bonne heure, hein. What the fuck? Ça, c'est le problème de faire du live code. Hein. Il est
Alors, j'ai dû me planter dans un calcul. Ah, j'ai oublié un truc hyper important. C'est que là, en fait, ce que je fais, c'est que mon animation delay, c'est tout simple. J'ai mis moins 30 secondes. Mais c'est quoi cette valeur que je mets, en fait? Mais moins une seconde, ça marche. C'est pas très intéressant non plus. En fait, on va calculer cette valeur. On va le dire que c'est calc. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Et on va multiplier moins 1 par une variable qui va s'appeler délai, et on va réfléchir à cette variable. D'accord? C'est quoi cette valeur délai? Alors en fait, c'est pas très dur à déterminer. En réfléchissant, c'est juste le nombre de secondes qui ont été écoulées depuis le début de la journée. Ça, c'est facile, hein? C'est le nombre de secondes plus 60 fois var. Le nombre de minutes, j'espère ne pas me planter, si je me plante, vous me dites, hein, plus, voilà, et là ça va beaucoup mieux. Et en fait, si vous réfléchissez bien, c'est le même délai pour toutes les aiguilles. C'est là où ça commence à devenir super smart. Hein. Bon, c'était vraiment le truc un peu compliqué dans mon talk, mais en fait, il y a des choses marrantes qu'on peut faire avec ces animations quand on connaît un petit peu ses propriétés. D'accord? On va finir le live code juste pour faire un peu de décoration. Donc, encore une fois, vous avez les liens. Si vous voulez jouer au fait sur les fonctions de timing, vous avez un site qui est vraiment pas mal. On peut définir notre propre timing, comparer par rapport au linéaire, par exemple, là. Hop, on peut faire des trucs bizarres et on run et en fait, on va voir un peu comment ça se comporte. Ok? Donc, il y a pas mal de choses dans les animations, c'est assez riche, je vous recommande de creuser, c'est quand même sympa. Et on va s'occuper de la décoration externe, on va faire les marqueurs à l'intérieur. Et alors là, pour faire ça, on va gagner du temps aussi. Je vais récupérer du CSS, puisqu'en fait, tout ce qu'on va faire, c'est rajouter des tics, d'accord? Ce que j'ai appelé des tics. D'accord? Il y a un gros truc doré, on va voir normalement. Et alors pour faire ça, évidemment, je vais les ajouter ici. Je vais mettre des tics, d'accord? Je vais être malin, je vais lui dire qu'il y a un attribut style qui va valoir count $. J'en veux 12, je crois. Voilà. Je viens juste de créer 12 éléments là, avec ce qu'on appelle emmet là, ou Zencoding. Ça, c'est vachement pratique si vous voulez aller vite. Il y en a qui font carrément du pré-processing de HTML aussi, mais moi j'aime bien ça. Le dollar, il est remplacé par les valeurs, c'est magique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce tic-là, c'est comme mes aiguilles, j'utilise exactement la même technique. Je ne suis pas obligé de me donner une taille, une width et tout, mais je l'ai volontairement fait pour mettre des trucs dorés qu'on voit là. Voilà. Et par-dessus, je positionne aussi un pseudo-élément. Donc là, je joue un petit peu avec la transformation pour que le W soit affiché dans le bon sens. Mais mon idée ici, c'est de faire des marqueurs. Et pour faire ces marqueurs, je vais utiliser une technique qui s'appelle les compteurs CSS. Donc on peut faire des counter increment. Counter increment. Je vais lui donner un nom. Tic, pas très original. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ce compteur ici. Il y a une fonction, counter, qui prend un nom. Tic. Paf, ça marche. Vous voyez? Alors on va enlever ce doré immonde, premièrement. Et en plus, il y a un petit truc qu'il faut savoir, c'est qu'on va incrémenter, mais si on affiche plusieurs horloges, il ne faudrait pas qu'on aille au-delà de 1. Enfin, il faudrait toujours qu'on commence à 1 et pas à 13 le prochain coup. Et pour faire ça, il y a une propriété qu'on va mettre tout de suite, même si j'en ai pas besoin, j'en ferai qu'une seule horloge ici, qui s'appelle counter reset. D'accord? Je vais lui dire que tic, voilà, c'est reseté, mais je pourrais lui dire ça commence à 1 ou à 10, hein, si je veux. Et là, nous, notre intérêt, c'est de le resetter à chaque fois qu'on rentre dans une horloge, que ce soit reseté à 0. Super. Maintenant, si je veux faire du style, il y a une super propriété supplémentaire qu'on peut lui dire upper Roman. On va retrouver les mêmes choses pour styliser les listes Roman. Pour styliser les listes, les OL par exemple. Et ça marche, c'est super. Puis comme on a envie de faire un tout petit peu de trucs plus sympas, on va utiliser les envchild. Et ok, on va lui dire que l'opacité là c'est 1. Je passais, enfin,
Par défaut, mes ticks qui sont semi-transparents. Donc voilà. Moi, je peux mettre ceux qui sont even ou odd. Ou je peux mettre ceux qui sont les multiples de 3. Et donc là, je commence à faire des trucs un peu sympatoches. D'accord? Évidemment, là, on peut s'éclater. Sur notre clock, on peut mettre des before, after, on pourrait mettre des fonds, des choses comme ça. On peut vraiment s'éclater. On peut aller beaucoup plus loin. Et tout. Il y a juste une question intéressante, c'est... Là, j'ai utilisé un compteur, ici. Ça m'a donné les valeurs. Pourquoi ici, j'ai utilisé une variable? Bon, vous avez compris que j'aimais bien les variables, mais il y a une vraie raison. Une vraie raison, c'est que, évidemment, ça marche pas. Si, ça marche. Ceci est un device, pas Apple. En fait, ça marche pas si on utilise counter. Donc là, je vous ai mis les liens sur emmet, c'est ce que j'ai fait pour générer rapidement mon HTML, les pseudo-classes, l'utilisation des CSS counter, au passage, mes numéros de slides sont faits comme ça. On va même pouvoir styliser les valeurs si on veut mettre des licornes et des poulpes à la place de mettre des valeurs 1, 2, 3, 4, 5. On va pouvoir le faire, par contre, c'est encore disponible que sur Firefox. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez forker le code sur CodePen ou encore mieux, le réécrire, c'est beaucoup mieux. Et juste, on ne peut pas utiliser la propriété counter, je ne peux pas utiliser ça dans mon calque parce que cette fonction me retourne une string. Et que contrairement en JS, il n'y a pas de type coercion, donc on ne peut pas convertir automatiquement d'une string en int, et il n'y a pas de fonction pour le faire en CSS aujourd'hui. Donc c'est en discussion, il y a un ticket qui est ouvert sur le GitHub, et il y a des gens qui proposent de faire cette fonction de conversion, ou d'avoir un counter numérique, ce genre de choses, et c'est pas impossible que demain ça arrive. S'ils estiment que c'est suffisamment important, et que, bon, si Google et Mozilla sont d'accord, on l'aura. On verra. Il faut évidemment vous parler du support. Moi j'aime bien faire les talks CSS que l'on peut refaire chez nous sur nos projets. Donc beaucoup de choses marchent partout, je vous laisse regarder les canal use, donc toutes ces propriétés, ça marche partout. Le seul truc qui marche pas partout, en fait, c'est les CSS variables. Il y a un petit souci. Mais ça marche quand même pas mal. Alors, si vous regardez, ça marche vraiment pas mal. Il y a des solutions alternatives, évidemment. Si vous faites que du statique, quand je dis statique, c'est que vous faites que du CSS, vos propriétés ne bougent pas dynamiquement. Et bien, vous pouvez utiliser un post-processing. Donc dans post-CSS preset env, c'est des choses qui vont transpiler un petit peu comme on utilise Babel, c'est un peu le Babel du CSS pour schématiser. On peut faire du JavaScript directement, mais aussi on peut utiliser directement le polyfill qui fait du JavaScript, qui marche très bien. J'en profite sur ce slide parce que, évidemment, notre horloge, elle n'est pas très agréable à utiliser si vous avez des problèmes de vision, en tout cas si vous voyez pas, en fait, tout simplement, votre lecteur lecteur HTML va malheureusement rien voir, rien comprendre ce qui se passe, donc c'est pas très dur de rajouter des balises et tout, mais il va falloir le faire dynamiquement, parce que si notre horloge est animée, il faut le faire dynamiquement. Donc ça, c'est pas terrible, et j'en profite pour rappeler que il y a des personnes qui sont malvoyantes, qui ont des problèmes de vision, ça peut être tout simplement les problèmes de vision avec les couleurs, ce genre de daltonisme et toutes les dérivés, ou carrément pas, qui ne voient pas, qui sont non-voyants. Et bien en fait, tout ça, ça fait 6-7% de la population. Et c'est très largement supérieur au nombre d'utilisateurs d'Internet Explorer 11. Donc si demain vous avez un choix à faire, privilégiez plutôt l'accessibilité sur des aspects de couleurs et tout, notamment les contrastes, c'est important. D'accord? En fait, si vous avez vraiment le choix, utilisez les deux, faites les deux. Donc là, je tape un peu sur Microsoft, mais il faut quand même dire merci à Microsoft parce qu'on n'aurait pas les grids sans eux. Donc vraiment merci aussi. Ça fait pas de mal de lire quand ils font les choses bien. Conclusion. Alors, c'est bien beau, mais tout ça, à quoi ça sert? Alors, malheureusement, j'ai jamais eu besoin de faire une horloge dans mes projets. Alors, c'était très fun de le faire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Mais en fait, pour moi, c'est l'occasion de parler de ce que je vais appeler les moments what the fuck. Je pense que tous ceux qui ont fait du CSS ont déjà vécu ces moments-là. C'est pas la peine trop de m'attarder dessus, vous comprenez, quoi. Et en fait, ces moments, ils arrivent vraiment. Et en fait, j'aimerais savoir pourquoi, et j'essaye de comprendre pourquoi on en est là, et pourquoi il y a des gens qui sont aigris du CSS. Moi, je suis un développeur back-end, je fais du Scala, des trucs comme ça, et normalement, ces profils de développeurs exècrent le CSS, quoi. Moi, j'adore, je sais pas, voilà. En fait, historiquement, ça a été très très difficile à vivre, parce qu'il y avait des problèmes d'incompatibilité, en particulier en période Internet Explorer 6. C'est
plus vraiment vrai. Alors il y a toujours des problèmes, il y a toujours des interprétations de spec et tout, mais on arrive quand même à faire des choses qui marchent bien. Alors des fois, ça va être un peu dur, mais normalement, on y arrive. La documentation, alors bon, les specs CSS sont plutôt pas mal foutus, mais pas très agréables à lire et surtout très éparpillés. Il y en a plein dans tous les sens, on n'y comprend rien au level. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un effort commun qui est fait par Microsoft, Google et a fortiori Mozilla pour mettre la doc sur MDN. À la fois spécifier bien les choses, mais plein d'articles super intéressants pour apprendre à faire du SVG, ce genre de choses. En général, c'est souvent le parent pauvre sur les projets. Déjà, quand on arrive à faire des tests, on est content, mais alors faire du CSS propre, en général, ça passe jamais. Et c'est bien dommage. Il n'y a pas de cours de CSS. Quand je dis pas de cours, c'est quand on apprend HTML, CSS à l'école. Bon, en gros, vous allez vous apprendre 3 attributs, comment on fait un lien ou comment on met du gras, mais on ne va pas vous apprendre sérieusement le positionnement, le flexbox, tout ça. Et alors, évidemment, on va trouver ces informations si on va les chercher, mais du coup, comme on ne sait pas faire, on tâtonne et évidemment, ça ne marche pas. Okay. De façon générale, la technologie est sous-estimée. Je pense qu'il y a des boîtes qui sont prêtes à payer cher des gens pour faire de la presta en ce cas-là, ou même en JS avancé ou en React, ce genre de choses, en Angular. Par contre, si vous dites je suis un expert HTML, CSS, il faut me payer super cher pour venir dans votre équipe. En général, les gars ils vont dire c'est du boulot de technicien. À la limite, c'est sûrement un développeur PHP en plus. Bref, non, je rigole un peu, mais en fait, c'est des technologies qui sont malheureusement sous-estimées. Alors, quelqu'un qui sait vraiment bien faire du HTML, CSS, pour moi, c'est une vraie plus-value. Alors, moi, évidemment, mon objectif, c'est de faire changer ça, faire changer aussi des mentalités et vous tirer vers les choses sympas. Et du coup, pour ça, il faut apprendre. Pour apprendre, il y a plein de solutions, il y a des présentations, c'est génial. Vous allez apprendre plein de choses. Du mentoring, ça, c'est plus au quotidien. Des fois, c'est vous qui allez aider les gens sur le CSS parce que vous avez compris comment marchait bien le positionnement absolu. Et voilà, il ne faut pas hésiter à transmettre. Alors des fois, on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous aide aussi. Et des fois, il n'y a personne. Et il ne faut pas hésiter à avoir un peu d'émulation entre les personnes dessus. Les bouquins. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai énormément appris à une période où il y avait Bootstrap 2 et tout. Il y a, ça, je sais pas, 6 ans, 7 ans facilement. Et en fait, j'ai énormément appris en regardant comment ils ont fait. En fait, moi, je passais de l'ère jQuery 8 à Bootstrap, et là, j'ai pris une baffe. Et j'ai regardé comment ils ont fait les choses. Et j'ai beaucoup appris. Et c'était un peu le bordel dans ma tête là-dessus. Et c'est grâce notamment au bouquin CSS Secret de Léa Verrou, que je recommande à chaque fois, que j'ai réussi à mettre ça proprement en place et à me sentir plus à l'aise et à voir le côté positif de CSS. Et évidemment, c'est pour ça que j'ai fait cette horloge, c'est parce que c'est un side project, c'est un projet que j'ai fait comme ça pour creuser. Et pour moi, c'est vachement intéressant ces projets-là, parce qu'ils vont permettre d'explorer ce qui marche pas, des nouvelles idées, de tester. Parmi les choses super intéressantes sur les side projects, c'est qu'on peut se planter, puis on peut revenir 6 mois après. Mais on peut se planter bien profondément. On peut même aller chercher, moi je cherche à utiliser les compteurs dans les calques et je me suis bien craché, quoi. Et tout ça, c'est intéressant parce que ça vous aide à progresser, vous êtes créatif derrière, et en fait, on a le droit de se planter sur ces projets, alors que sur les vrais projets qui partent en prod, on n'est pas content quand on se plante. Et donc ça, c'est super intéressant. L'objectif de tout ça, il faut bien prendre conscience que pour aimer le CSS, du coup, il faut maximiser ce ratio, ce que j'appelle le wow effect sur le what the fuck. Ce ratio, pour l'optimiser, il faut travailler des deux côtés de ma barre de ma fraction, d'accord? Donc il faut apprendre le CSS pour diminuer le what the fuck, et puis il ne faut pas hésiter à creuser, être curieux, et à tester pour augmenter le wow. Pourquoi c'est important le CSS? Que sera le web demain? Vaste question. Moi j'aime bien quand on essaye de réfléchir un petit peu sur ce que sera le futur. J'aime beaucoup ce proverbe qui, d'après ce que j'ai compris, est d'origine africaine. Bon, voilà. C'est lorsque tu ne sais pas d'où tu vas, regarde d'où tu viens. Et du coup, moi, j'ai du bol, je suis né à l'informatique, entre guillemets, en même temps que le web. Et du coup, j'ai pu prendre du recul là-dessus et me rendre compte qu'en fait, avant les années 2000, il y avait une grosse compétition entre Netscape et Microsoft, par exemple. Et en fait, cette compétition a été gagnée par Microsoft et on a passé 10 ans de statu quo, la période IE6. Et malheureusement, ça a été catastrophique parce que ça ne respectait même pas les standards. Le JS était catastrophique, c'était super lent, il y avait des fuites mémoire, c'était une horreur. Et en fait, tout ça, ça a changé, en fait. Ça a changé parce que Firefox a pris petit à petit des parts de marché, et Google est arrivé avec énormément de moyens et a tout chamboulé avec Chrome. On n'aurait pas Node sans Chrome, par exemple.
Ça a vraiment changé les choses, il y a une grosse dizaine d'années que c'est arrivé. Et il y a eu une compétition, encore une fois une compétition. Et cette compétition, elle a tiré les choses vers le haut, sur la vitesse du JavaScript, sur tous les outillages aussi. Enfin, on a eu des outils pour faire du CSS, on n'en avait pas. Firebug, c'était cool, mais avant, moi j'ai bossé avant Firebug, et là, autant vous dire que c'était pas marrant quand vous avez des bugs. Et tout ça, ça a vraiment tiré les choses vers le haut. D'accord ? Aujourd'hui, on peut se poser la question, parce qu'il semblerait que Chrome a gagné. En tout cas, Blink, le moteur derrière Chrome, puisqu'il va être utilisé dans le prochain, c'est en bêta, enfin même en release candidate, je crois maintenant, les prochains navigateurs de Microsoft, où c'est utilisé dans Opera, WebKit, l'ancien qui est utilisé dans Safari, mais c'est un peu la même branche, et il y a un peu Mozilla qui fait un peu cavalier seul. Bon, je suis pas complètement sûr que ça va repartir dans une période de stagnation, ça je pense pas. Par contre, ce que moi je peux vous dire, c'est que je ne sais pas si demain c'est React Vue qui va gagner, ou Angular qui va gagner la bataille. Je ne sais pas si demain c'est les Web Components ou Svelte. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des bonnes bases en HTML, CSS et en JavaScript aussi, eh ben, quels que soient les technos qui vont émerger, vous allez pouvoir l'utiliser intelligemment. Même si demain c'est WebAssembly, on fait tout en WebAssembly, on code tous en Rust, en fait, il y a des moments, si on utilise bien le CSS, ça va nous faciliter la vie et on fera moins de code. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est super important, et tout développeur web qui aujourd'hui dénigre le CSS, dit qu'il ne veut pas en faire, et masque ça, et met ça sous un tapis, c'est dommage. Je ne demande pas que tout le monde soit des experts CSS et refasse des bootstraps tous les jours, ou des matériels tous les jours, mais c'est important d'avoir ces bases. D'accord ? Donc si vous avez des questions, les retours sont bienvenus. En particulier, je suis curieux, pour ceux qui ont déjà vécu le premier CSS is awesome, vous avez un QR code pour télécharger les slides. Et de toute façon, je les ferai suivre. Et merci.